C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Est-ce qu'on se souvient ce qu'était le drame de ces femmes avant la loi Veil? J'ai vu dans le début de mes études de médecine, j'ai vu ces femmes qui arrivaient dramatiquement touchées par des avortements clandestins. J'ai vu des morts et il y a un moment donné où mourir à 30 ans, ça n'était pas tolérable en France. Et je me rappelle que moi j'étais à fond pour pouvoir défendre ça. Tout d'abord parce que il y avait des choses dramatiques qui se passaient, et puis aussi parce que on a un corps, et je crois que notre corps, eh bien, on doit en avoir la maîtrise. Et le fait d'avoir aussi cette contraception qui devait être gratuite permettait de ne pas aller à l'avortement. Donc il y avait une logique de la part de ces femmes qui étaient très revendicatrices, et c'était dans toute l'Europe. Moi, j'avoue que je leur dis chapeau. Des mouvements féministes viennent d'ouvrir un nouveau dossier, à la fois aussi grave et aussi méconnu, celui des femmes battues. Depuis plus d'un mois, la France possède son premier foyer d'hébergement pour accueillir les femmes qui subissent de graves violences physiques. N'en riez pas. Les femmes battues, oui, cela existe. C'est pour dénoncer cette forme de violence que le refuge SOS Femmes vient d'être créé à Clichy avec l'aide du ministère du Travail et de la Santé. Ce qui est un peu terrible, c'est que c'est une vidéo qui date de 50 ans et en fait on en est toujours au même plan aujourd'hui. On s'aperçoit que le sujet est toujours aussi d'actualité, autant d'actualité. Si beaucoup de progrès ont été faits, les mêmes questions se posent et peut-être encore avec plus d'acuité. On se rend compte qu'on a avancé sur la forme, mais pas tellement sur le fond. Sur la forme parce qu'il y a beaucoup de structures, de dispositifs qui existent aujourd'hui pour répondre à cette problématique des violences intrafamiliales. Je pense à mon canton, à Versailles, où au commissariat de Versailles, il y a une femme, travailleuse sociale, qui accompagne les familles dans les situations où il y a une démarche judiciaire, en tout cas de porter plainte. Ce qui est important, je crois, à notre niveau, en tant qu'élu, parce que on a un rôle à jouer dans ce domaine-là, eh bien, c'est non seulement d'écouter et puis de se rendre compte de ce qui se passe, mais c'est d'agir. Et agir, ça veut dire que dans nos collectivités, on a cette capacité-là, certainement, de faire des choses. Sur le fond, on n'a pas avancé puisqu'elles existent toujours, elles explosent aujourd'hui dans cette période post-Covid. En ayant mis en place, grâce au département aussi, qui a beaucoup aidé, eh bien, une structure qui s'appelle Calypso, qui accueille des femmes battues, mais des femmes aussi qui ont subi des violences sexuelles. J'ai été frappée à titre personnel avec un décès de tante et un décès de cousine, toutes les deux assassinées par leur mari qui se sont ensuite donné la mort. Je les trouve courageuses parce qu'elles ont été des pionnières, elles ont eu l'audace et le courage dans une période où on n'accueillait pas encore la parole de la femme. Elles ont eu le courage de le faire, elles ont eu le courage de le dénoncer. Je crois qu'il faut qu'on progresse encore sur l'écoute, sur l'accueil, sur le sérieux. Prendre en compte vraiment la parole quand il y a une femme qui se déplace dans un commissariat. Que parfois on arrive jusqu'au féminicide sans qu'il y ait de prémisse, quoi. Ce geste est devenu féminin le 29 avril 1945. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il faut se replonger en arrière. Une petite fille qui naissait en 1924, c'est-à-dire il y a juste 100 ans, était sûre de ne pas avoir le droit de vote. On voit bien à quel point c'était mérité, puisque les femmes se sont investies dans l'économie de guerre, elles se sont investies en tant que résistantes, elles ont vraiment fait leur part
pour leur pays, donc c'était quand même une juste reconnaissance. Les femmes qui votent en 1945 pour la première fois, c'est une excellente chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même venu un peu tard par rapport à d'autres pays, comme par exemple l'Espagne. En 1931, les femmes ont eu le droit de voter en Espagne. Je trouve que c'est arrivé bien tard en France. Il a fallu attendre donc 1945, les premières élections municipales qui ont permis aux femmes d'être à la fois élues et aussi votantes. Et c'est toute cette aventure qui s'est poursuivie jusqu'à la parité. Qui me fait sourire parce que je suis moi-même un pur produit de la parité, en fait, puisque 2001, première élection municipale où moi j'ai été élue en tant qu'adjointe, et on est venu me chercher parce que j'étais une femme. J'espère qu'aujourd'hui, moi, c'est plus un sujet. La parité a peut-être aidé à ce que les femmes osent se présenter à des élections. Si c'est le fruit effectivement de la résistance, comme l'évoque Lucie Aubrac, écoutez, ça a été un des bienfaits, on va dire, de ces bouleversements malheureux du XXe siècle. Aujourd'hui, malheureusement, toutes les femmes ne profitent pas de cette chance-là. En fait, aujourd'hui, il n'est plus question du droit de vote pour les femmes, mais de l'intérêt et de la responsabilité de chacun à aller voter. Un cadre sur 6 est une femme. Ce chiffre l'atteste, l'égalité pour les femmes chez les cadres, ce n'est pas pour tout de suite. Le salaire des femmes cadres est en moyenne inférieur de près de 40% à celui de leurs collègues masculins. Les femmes les mieux payées culminent à 30 000 francs par mois. Pas de compétences plus grandes ou moins grandes des hommes ou des femmes. Il y a cette complémentarité et je crois que c'est important que chacun prenne sa place. Je trouve que c'est toujours un peu un défi aujourd'hui, notamment quand les femmes font le choix de s'occuper de leurs enfants jusqu'à leurs 3 ans. Je pense que c'est important qu'elles aient le choix. Il peut y avoir aussi une pression sociale sur le fait on n'a pas le droit de s'arrêter, il faut travailler, il faut être productif, etc. Je pense qu'on peut être très productif en élevant ses enfants, au contraire. Jeanne Blum a été un modèle, un exemple, et une combattante du droit des femmes. Elle s'était remise aux études très tardivement, elle avait passé sa thèse, elle avait créé une méthode éducative très innovante, basée sur la confiance en soi. Et du coup, elle a créé son école, basée sur sa méthode éducative, et qui aujourd'hui encore existe, qui aujourd'hui encore est une référence pour tous les établissements médico-sociaux qui veulent embaucher du personnel extrêmement qualifié, et toujours avec cette vocation sociale pour accueillir en formation des femmes ou des hommes maintenant aussi, puisque voilà, on ne genre plus, et qui ont du mal à s'insérer socialement et pour qui souvent c'est le premier diplôme. Tant qu'il n'y aura pas une égalité de salaire, eh bien on n'aura pas complètement gagné cette histoire d'égalité des hommes et des femmes. Quoi de plus banal en effet, de plus courant qu'une femme en pantalon. Elle se montre ainsi publiquement avec la plus large des contractions. Le préfet de police informait que beaucoup de femmes se travestissent et persuadées qu'aucune d'elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé. Alors, après quelques considérants, article 2, toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Prendre conscience que cette loi n'a été abrogée qu'en 2013, ça nous montre une chose quand même qui est très claire, c'est que finalement le bon sens, le pragmatisme est des fois plus important qu'une loi. Cet attrait de la population, de l'ensemble des personnes pour nos tenues à nous les femmes montre à quel point le soin que nous apportons à ce que nous mettons le matin a de l'importance. Je pense à toutes ces femmes qui ont eu de l'audace, qui ont eu du courage, qui se sont affranchies des normes et qui ont été innovantes et puis qui ont été adulées, autant par les hommes que par les femmes. Et je trouve ça génial de replonger dans des images d'archives où on voit que le port du pantalon, en fait, était une sorte de travestissement et qui pouvait peut-être mettre en péril les hommes, puisqu'il était interdit aux femmes, sauf pour raisons médicales. Et d'ailleurs, je serais bien curieuse de connaître ces fameuses raisons médicales.